Le DEJ Info reçoit pour vous, comme pour tous les lundis, Abdoul Karim Bandé, consultant, auteur, formateur. Il est le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Et avec lui, on s'intéresse aujourd'hui au processus de prise de décision. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Déjà, pour commencer, nos auditeurs et téléspectateurs se posent certainement la question, pourquoi on parle du thème de la décision aujourd'hui ? Merci encore pour l'opportunité et je salue tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. Pourquoi un thème sur la décision ? Il faut dire que notre pays et le monde entier en général, et en particulier le Burkina Faso, est dans une phase de transformation. Cette phase de transformation induit des choix, donc des décisions. Et les décisions qui sont prises au sommet affectent tous les acteurs économiques. Chacun de nous est appelé à prendre des décisions en fonction de l'environnement que créent les choix politiques. Et vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne mesure pas toujours que l'action est précédée par la conception. Et lorsque la conception est mal faite, lorsqu'elle n'est pas structurée, soyez sûr, vous aurez de l'incohérence dans votre action. Et nous sommes, en tant qu'entité économique, la somme des choix qu'on fait. Notre vie, la qualité de notre vie, nos résultats, notre performance est fonction des décisions que nous prenons. Donc prendre une décision est un exercice extrêmement important. La question est de savoir, est-ce que nous avons appris à prendre des décisions? Est-ce que nous prenons de bonnes décisions? Plus vos décisions sont bonnes, plus vous réussirez. Plus vos décisions sont mauvaises, plus vous échouerez. Donc décider est un exercice extrêmement important et extrêmement complexe. Voilà pourquoi nous avons décidé ce matin, au regard de tout ce qu'il y a autour de nous, au regard des échanges que nous avons, d'aborder donc la question de la décision. Déjà, dans le sens que vous évoquez, quelle est la différence entre prendre une décision dans un sens personnel ou dans le sens du collectif? C'est pareil. Le processus est exactement le même. Ce qui va diversifier, c'est l'enjeu. Lorsque vous décidez pour vous-même, il n'y a pas trop d'enjeux, vous pouvez renoncer facilement. Mais lorsque vous décidez pour une majorité, ça devient plus complexe. Comme c'est le cas d'une décision pour le Burkina. Exactement. Prenons à l'aide de l'individu. Un célibataire, il peut se permettre de démissionner comme il veut, parce que les choix n'engagent que lui. Mais quand il se marie, la logique change. Quand les enfants viennent, la logique change. Si vous devenez DG d'une société, la logique change. Si vous devenez maire, député, l'enjeu sur les populations devient plus important. Si vous êtes le président du Faso, c'est encore grave. Il y a des décisions, c'est des nuits blanches. Vous ne savez même pas quel choix opérer. Donc c'est extrêmement complexe de décider. Si vous remarquez dans les entités, dans les organisations, quand c'est difficile, tout le monde se tourne vers le chef. Il faut décider. Parce que décider n'est pas un exercice facile. C'est extrêmement difficile de prendre une décision. Il faudrait donc essayer de donner un sens à la décision. C'est quoi une décision? Alors, une décision en réalité, ce n'est qu'un choix. C'est faire un choix. Pourquoi un choix? Parce que généralement, lorsque nous devons prendre une décision, on a plusieurs options. Il est très rare que vous ayez à choisir, que vous n'ayez qu'une option. C'est extrêmement rare. En général, on choisit entre plusieurs options. Et c'est là où même certains vont aller chercher de la divination. Parce que le choix qu'ils doivent faire, ils veulent en être tellement sûr. Mais en réalité, c'est extrêmement complexe. La logique encore nous pose des problèmes. Vraiment, on aura ce thème sur la complexité. La logique a tendance à nous faire choisir entre le bon et le mauvais. Le bien et le mal. Vous voyez, c'est blanc ou noir. La pensée complexe dit non. En fait, en réalité, on choisit parmi plusieurs mauvaises options la moins mauvaise. Parce que si vous recherchez une option parfaite, elle n'existe pas. Il y aura toujours de l'incertitude. Surtout que on ne décide pas pour le passé. C'est déjà une certitude, le passé. On ne décide pas pour le présent. Parce que le présent est une illusion. Ça n'existe pas vraiment. Nous sommes en mouvement perpétuel. Le présent de la minute où je m'exprime est déjà passé, est devenu un passé. Le futur est une tension vers laquelle on va, qui ne s'arrête jamais. Du coup, tous nos choix en réalité sont faits pour le futur. Et le futur, c'est quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas un truc qu'on peut saisir. Donc, il n'y a aucune incertitude. La décision, à ce moment, elle peut s'inspirer des faits passés également. Elle doit s'inspirer. On prend les décisions sur les bases passéistes. On analyse le passé pour essayer de prévoir le futur. Donc, il y a un effort de prévision. Voilà pourquoi les choix politiques que nous avons vont s'appuyer beaucoup sur Thomas Sankara, sur les erreurs et les succès. Pas seulement les succès, mais aussi sur les erreurs. D'ailleurs, même les meilleurs pédagogues, ce n'est pas les succès. Le meilleur pédagogue que vous puissiez avoir, ce sont vos échecs.
Donc, on va s'appuyer sur ces deux paramètres et tenter au mieux d'anticiper le futur, de faire le choix qui va nous garantir le futur qu'on souhaite avoir. Mais c'est une incertitude terrible. Abdoul Karim Bandé, quand on vous écoute, décision à l'échelle individuelle, décision à l'échelle collective, liée au temps, le passé, le futur, on a cette impression qu'on est face à une multitude de typologies au niveau de la décision. Oui, il y a plusieurs types de décisions. Par exemple, deux critères par exemple, qui permettent de faire une décision, ce sont le temps et la portée. Le temps et la portée vont induire, par exemple, ce qu'on appelle la vision, qui est une décision de, je vais dire, c'est même une idéologie. C'est le choix qui doit être transmis aux générations. Lorsqu'on on écrit notre constitution, on y inscrit une forme d'idéologie qui dit voici ce que est un Burkinabé. Et donc cette conception-là, qui est un choix aussi, parce que notre conception est différente de celle des autres. Être un Burkinabé n'est pas être un Malien, ou être un Sénégalais, ou être un Ivoirien. Être un Burkinabé, c'est être un Burkinabé. Et ça doit être conceptualisé en termes de choix. Si on revient sur notre cas de l'enseignement du civisme, il y a un modèle de Burkinabé qu'on peut conceptualiser, qui est un choix. Mais ce choix-là, on ne peut pas le changer en théorie. Il doit demeurer continuellement. Donc, il y a le choix qu'on va appeler vision, pour faire simple. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle des politiques. Les visions ont la particularité de ne pas pouvoir être réalisées. C'est pour toute la vie. La politique, quant à elle, ou la stratégie selon les écoles, va être définie sur environ 50 ans. Et ça, il faut que les individus s'entraînent, les entités s'entraînent à définir des objectifs dans 50 ans. Dans 20 ans minimum. Et à partir de l'objectif de 20 ans, vous allez les décliner en objectif de 5 ans. Et l'objectif de 5 ans va être déterminé en objectif annuel. Et en tactique, ce que tu fais tous les jours pour permettre que ton objectif s'atteigne. Donc la portée, ça va être ça. Selon qu'on est dans une dimension tactique, selon qu'on est dans la stratégie, qui va être 2 ans, 3 ans, 5 ans, selon qu'on est dans la politique, qui va être 20 ans, 25 ans, 50 ans. Mais même l'individu devrait savoir qu'est-ce qu'il fera dans 20 ans de sa vie. Parce que quand vous définissez ça ainsi, vous donnez les moyens d'accomplir ce que vous avez choisi. Ça, c'est la partie temps. Mais vous avez la partie portée, impact. Le choix que je peux faire peut avoir un impact, une conséquence limitée, comme il peut avoir une conséquence d'enjeu. Si je décide, par exemple, comme l'a fait le Rwanda, par exemple, imaginez qu'il décide de sortir de la francophonie et de tout bouleverser dans le système éducatif. Vous imaginez la portée de cette décision? Celui qui prend cette décision, il ne la prend pas en souriant, hein, je vous promets, parce qu'il se pose aussi des questions. On a un cas concret similaire. Il y a la sortie de la CEDEAO avec la création de l'AES. Vous pensez que quand on prend cette décision, on la prend avec légèreté, le gars il se lève un matin, il est heureux, il dit on sort. Non, parce qu'il y a des conséquences. C'est beaucoup de jours, d'heures, de nuits blanches, de réflexions, de discussions contradictoires pour arriver à prendre cette décision-là. Mais quand on la prend, il y a des enjeux. Donc on se prépare à un choc, on se prépare à de la résistance, on se prépare à des difficultés. Plus la portée est importante, plus le risque est grand, plus il y aura de la résistance et c'est difficile vraiment de décider. L'idée, c'est de dire aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, ne pensons pas que ce genre de décision se prenne facilement. Ceux qui décident même, il faut même prier pour eux, parce que c'est des moments extrêmement compliqués de leur vie. Comme les patrons, hein. On a l'impression que le patron, il n'est intéressé que par l'argent et tout. Il ne travaille pas, il ne transmet pas, il est assis dans son bureau. Mais en fait, son rôle, c'est de décider. Donc, il réfléchit beaucoup au futur et il fait des choix où il est dans la clim, mais il transmet quand même. Parce que justement, ces choix ont tellement d'enjeux qu'il en a peur lui-même. Donc, au niveau de la typologie, on a le temps, on a la portée. Certains parlent également de la décision opératoire et pertinente. Exact. Alors, il faut dire que une décision peut être très pertinente. Mais la mise en œuvre, c'est le caractère opératoire. Comment on met en œuvre? La mise en œuvre peut être tellement complexe qu'elle finit par absorber la pertinence de la décision. Du coup, prendre une décision qui est à la fois qui est pertinente et opératoire va demander de trouver un équilibre entre pertinence. Trop de pertinence va engendrer un caractère opératoire très faible. Un objectif, une décision qui est facile à mettre en œuvre risque de ne pas être très pertinente. Il y a un équilibre à trouver entre la pertinence des choix qu'on a et la mise en œuvre. Vous voyez, en entreprise, peut-être pour mettre à l'aise nos téléspectateurs, ça arrive souvent. Vous demandez à un collaborateur des idées, il vous donne des idées tellement pertinentes, mais il ne se pose pas la question de comment on met en œuvre. La mise en œuvre peut être soit trop coûteuse, au point où finalement ça n'a pas d'intérêt, ou ça demande des moyens qu'on n'a pas, qui fait que finalement c'est bien, c'est très beau, mais on ne peut pas le faire. Donc il y a un équilibre vraiment à trouver entre pertinence et caractère opératoire.
Pour mieux se faire comprendre avec nos téléspectateurs auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques modèles de prise de décision, puisqu'on parle aussi d'additifs linéaires et de lexicographique? Exact. Je veux dire par là que il faut retenir que la décision aussi est un exercice mathématique. C'est des statistiques en réalité. C'est vrai qu'on le fait tous les jours, mais on ne se rend pas compte de l'usage statistique qu'on fait pour décider. Inconsciemment, intuitivement, que tu veux ou pas, tu impliques des statistiques dans tes choix. Tu vas analyser des données pour décider, parce que la décision se prend par la collecte. La matière première d'une décision, c'est l'information. La matière première d'une décision, c'est l'information. Si vous décidez sur la base d'informations erronées, vous échouez. Maintenant, quand vous collectez l'information, vous allez devoir définir un modèle de choix. Vous allez prendre des critères. Si on prend le modèle linéaire additif, par exemple, c'est la moyenne, c'est ce qu'on connaît le plus en fait. C'est ce qu'on fait le plus généralement. Parce que durant tout notre cursus scolaire, c'est la moyenne qui a été utilisée. On prend tous les coefficients, on fait une moyenne, et la moyenne, il y a une compensation entre les critères. Par exemple, tu es faible en anglais comme moi, et puis tu es fort en maths. Les deux vont se compenser, et finalement tu passeras parce qu'on va dire que tu es qualifié. Parce que le modèle est linéaire, il est compensatoire. Donc on va prendre les critères, on va donner des notes, et puis on va faire une moyenne. Donc il y aura une compensation entre les critères. Mais il y a des modèles non compensatoires. Ou par exemple, pour le choix, on va dire non, il y a un seul critère qui est important. Il y a beaucoup de critères, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai un seul critère qui est important. Et c'est sur la base de ce critère-là que je choisis. À partir de ce moment-là, la note la plus élevée parmi les options que j'aurai sur ce critère sera celle qui sera retenue. Vous avez d'autres modèles, comme le modèle conjonctif, où ça peut être dégressif. On va lister un ensemble de critères, on va les classer par ordre de priorité, et puis on va éliminer au fur et à mesure jusqu'à aller obtenir la note qu'on veut. Mais ce que je veux qu'on retienne vraiment ici, c'est que décider, faire appel, nécessite la conception du modèle de décision. Surtout si on doit décider en groupe. Si vous devez décider en groupe, vous êtes un collectif qui devait prendre une décision et que vous ne définissez pas au préalable le processus de la décision, vous allez discuter indéfiniment. Parce que vous n'appréciez pas la situation sur les mêmes critères. Il faudrait s'accorder avant tout sur les critères de choix avant d'aller en décision. Sinon, vous considérez, vous allez avec un modèle additif linéaire, l'autre a un modèle conjonctif, l'autre a un modèle disjonctif. Vous n'allez jamais vous entendre. Parce que vous ne décidez pas sur la même base. Donc, il est vraiment important de pouvoir définir au préalable les modèles. Et puis, je pense que nos auditeurs pourront faire des recherches là-dessus si ça les intéresse. À l'échelle individuelle, est-il important ou est-il obligatoire de partager l'idée avant de décider? Est-ce que l'on doit parler autour de soi? Absolument. Je rappelle que la matière première d'une décision, c'est l'information. Maintenant, comment avoir de l'information? Vous avez plusieurs modèles. Lorsque vous décidez de faire une étude complexe, questionnaire, échantillonnage, c'est bien, c'est coûteux, mais ce n'est pas le seul modèle. Je vous dis souvent, c'est coûteux pour rien. Parfois, un bon conseil d'une personne expérimentée est plus rentable et plus efficace qu'une étude complexe qu'on a menée. Et donc, si vous avez des gens autour de vous, personnellement, je le disais ce matin à mon fils encore, que je salue, qui fête ses 12 ans d'anniversaire aujourd'hui, et je lui disais, tu dois prendre des décisions, tu grandis, mais appuie-toi toujours sur des conseils. Trouve des personnes à viser et demande conseil. Je le fais moi tous les jours, quels que soient les choix que je fais, je demande conseil. Et tu dois demander conseil pour les défis que tu auras devant toi. Oui, c'est un outil important. Maintenant, ne va pas mettre ta problématique sur la place publique. Ça se comprend facilement à l'échelle du collectif où on est obligé de partager puisqu'on décide pour un certain nombre de personnes. Mais à l'échelle individuelle, est-ce qu'on est obligé de partager également? Vous n'êtes absolument pas obligé, mais c'est pertinent de partager. C'est gagner du temps. C'est trouver les bonnes personnes. Attention, tu vas partager ton défi avec même un ignorant. C'est ce que font malheureusement beaucoup de personnes. Par exemple, de prendre des décisions professionnelles sur des questions de carrière, d'argent, de démission. Et puis vous parlez à des gens qui ne s'en sortent même pas eux-mêmes. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. La source de l'information. Vous êtes journaliste. Un des critères pour apprécier une information, c'est sa source, non? Tu as besoin de décision. Va trouver une source fiable. Quelqu'un qui a vécu ton parcours, quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, par exemple des mentors, et des référents. Il te faut ce genre de personnes pour pouvoir alimenter. C'est pas qu'ils décident à ta place, ils alimentent ton processus de prise de décision. Ils te donnent de l'information. Ils t'amènent à regarder ta problématique de manière 360 degrés. Parce que toi seul, c'est trop étroit, c'est trop risqué. En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. Quelle que soit la forme de décision, je prendrai conseil. Et ça ne veut pas dire qu'il faut venir exposer tout son processus. Imaginons que tu veux un avis sur ton conjoint, sur ton épouse, sur une question qui est trop sensible. Tu n'es pas obligé de dire que c'est toi. Après, c'est la stratégie de collecte de données, non?
Tu racontes une histoire, tu vas il y a eu un fait social qui a vu c'est toi, sur les réseaux sociaux. Voilà comment ça s'est passé. Toi, tu en penses quoi? Le gars est libre de donner son opinion. Tu as collecté de la donnée. Tu n'es pas obligé de venir dire moi. Exactement. Surtout quand ce que tu dois donner comme information peut impliquer d'autres. Et là, moi, je conseille vraiment d'être plus stratégique dans la façon de l'annoncer. Pour nos auditeurs et téléspectateurs, quelle est la place de la peur dans la prise de décision? Absolument. Le personnage clé dans le processus de décision, c'est le décideur. Une organisation qui n'a pas un décideur, c'est-à-dire une personne qui tranche en dernier ressort, il y aura un problème. Il faut vraiment qu'il y ait un acteur qui décide. C'est là où le leadership s'impose. Et oui, la peur fait partie du jeu. Quelqu'un qui décide sans peur, moi-même j'ai peur de lui. Plus la décision est importante, plus vous avez peur. Parce que vous ne savez pas si ça marchera. Personne n'est sûr à 100% que le choix qu'il fait va marcher. Il y a une dimension d'incertitude dans laquelle on navigue. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que les métiers comme la politique sont difficiles. Vous savez pourquoi? Le politicien vend des promesses. C'est normal. Il ne peut pas vous vendre autre chose. Il n'est pas au pouvoir. Il est obligé de vous faire des promesses. Même quand il y est, il a un mandat de 5 ans. Son action n'est pas menée dans le passé, ni dans le présent. Elle se met dans le futur. Il est obligé de vous vendre des promesses. Mais entre la promesse et son accomplissement, il n'est pas Dieu. Il n'a aucune maîtrise dessus. Donc, il y a des risques que ça n'aboutisse pas. Ce qui est demandé en ce moment, ce qui doit rassurer le décideur, c'est de s'assurer de payer tous les prix nécessaires pour que le choix qu'il a fait s'accomplisse. Et qu'il puisse expliquer, ce qu'on appelle le devoir de redevabilité, qu'il puisse expliquer, même dans le domaine du travail, c'est la même situation. Quand on vous donne un défi, un objectif annuel, on ne peut pas garantir qu'il va s'accomplir. Ce qu'on va regarder, ce n'est pas tant que vous l'ayez atteint ou pas. C'est est-ce que vous avez payé tous les prix nécessaires pour l'atteindre? Est-ce que vous avez été vraiment engagé? Donc voilà comment, à mon avis, on peut réguler la peur. Mais il faut décider. Ceux qui ne décident pas, à cause, qui sont paralysés par la peur, décident finalement de ne rien faire. C'est catastrophique. Non, il faut décider malgré la peur. Il faut décider malgré l'incertitude. Il faut décider malgré le risque d'échec. Ça fait partie du jeu. Est-ce que ça s'applique également quand on essaie de voir le système de fonctionnement de notre armée, où on a un commandant, on a un chef d'état-major général par rapport aux décisions? Est-ce que ça s'applique? Vous n'imaginez même pas ce qu'ils vivent. Tu sais que la mission que tu es en train de conduire, des gens risquent d'y rester. Des hommes vont y rester. Et c'est ta responsabilité. Vous imaginez ce que ça coûte émotionnellement à cette personne? Il connaît les femmes de ces hommes. Il connaît les enfants de ces hommes-là. Il sait les choix qu'il va faire, les décisions qu'il va prendre, vont entraîner des gens qui vont perdre leur vie. Ces gars ont besoin même d'assistance psychologique. Parce que c'est extrêmement difficile. Souvent, tu ne sais même pas quel choix faire. Parce que les risques sur les deux tableaux sont de même niveau. Là, tu commences à prier. Il te reste que Dieu pour te venir en aide. Et là, je profite en tout cas, dis beaucoup de courage et à tous nos FDS qui se battent, qui prennent des choix difficiles. Même les volontaires. Accepter même. Aller au front, vous imaginez la peur avec laquelle on part. Personne n'y va en chantant. C'est difficile, c'est compliqué. Vraiment, il faut qu'on les soutienne. Dans le cas express évoqué, c'est une décision qui touche au collectif. Dans l'attitude du décideur, comment avoir la paix intérieure? Ah là, c'est vraiment une bagarre. C'est l'un des enjeux majeurs. Pourquoi il faut cette paix intérieure? En fait, nous avons... Donc c'est déjà une nécessité. C'est absolu. Le cerveau humain est divisé en 3 parties. Vous avez le reptilien, qui est le cerveau des instincts. Lorsque votre vie est en danger, ce qui peut vous permettre de sauter du 3e étage, puis de vous retrouver en bas sans conséquences graves, c'est votre reptilien. C'est lui qui fait que quand il y a un accident, vous arrivez à accélérer d'une manière et à vous sauver. Et après, vous êtes étonné, comment vous avez fait ce que vous avez fait? Parce que lorsque la vie de l'homme est en danger, le reptilien prend le contrôle. Donc, c'est le cerveau des instincts. Après, vous avez le limbique, qui est le cerveau des émotions. Quand vous êtes joyeux, triste, malheureux, inquiet, etc., vous avez peur, c'est le reptilien, le limbique qui prend le contrôle. Et vous avez le cortex, qui est le cerveau du raisonnement. Le danger, c'est que quand vous prenez une décision avec émotion, vous vous trompez en général. Donc, imaginez effectivement un commandant qui commande une équipe qui sont sur le front et qui se laisse dominer par la peur. Il prendra de mauvaises décisions. Il est obligé, malgré les tirs, de rester constamment en situation de paix intérieure pour que son cortex
fonctionne et qui puisse mener l'analyse qu'il faut. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs, beaucoup d'entrepreneurs, à cause des difficultés qu'ils rencontrent, sont minés par la peur. Il ne faut surtout pas succomber à cette peur-là. Il faut rester en état de repos, en état de paix intérieure, pour que notre cortex ait le contrôle et que nous soyons dans une logique d'analyse. Quand lui décide, quand c'est lui qui contrôle, vous avez tendance à collecter de l'information, à rechercher de l'objectivité, donc vos décisions seront pertinentes. Mais si c'est le limbique, la joie est dangereuse. Être trop joyeux vous fait prendre des décisions que vous regretterez plus tard. Vous allez être trop généreux, par exemple, parce que vous étiez trop content. C'est ce que vont faire un griot. Ils vont vous encenser pour vous mettre dans un état de joie, d'euphorie. Vous allez dépenser. Souvent, dans les affaires, on va vous inviter à un repas, on va vous faire bien manger, on va vous faire boire. Vous êtes tout heureux, vous allez signer des choses que vous n'aurez pas dû signer. Donc, la joie n'est pas un bon ami pour décider. Non, quelle que soit l'émotion, l'état maximal, optimal pour prendre des décisions, c'est l'état de paix, de repos, sans sentiment, sans émotion. Et en ce moment, votre cortex est dans son plein potentiel. Toujours dans l'attitude du décideur, dans le cadre de la préparation de l'émission, j'ai vu que l'on parle aussi de l'effet Pygmalion ou la foi. Qu'est-ce que c'est? Alors, parce que justement, on avance dans l'incertitude. C'est de la mythologie grecque. Hein. Il est dit que, justement, un homme avait tellement... Il a sculpté une statue. Il a tellement aimé sa statue. C'était une femme qui l'a sculptée. Il a tellement aimé sa statue. Il a tellement espéré la voir devenir vivante qu'elle est devenue vivante. C'est un mythe. Mais derrière, c'est de dire, si vous prenez une décision, il y a de l'incertitude, ça semble parfois impossible, mais vous devez nourrir ce choix-là par votre espérance, par votre foi. Vous savez que ça peut ne pas marcher, mais vous mettez ça de côté et vous y mettez toute votre foi, toute votre énergie créatrice. Et là, vous allez voir que finalement, vous allez atteindre votre objectif dans une proportion assez intéressante. Donc, il faut de la foi. Quelle est la place de la croyance en ce moment, puisqu'on parle de la foi, que l'on soit musulman, que l'on soit traditionnel ou catholique, protestant? Moi, je fais la distinction entre la spiritualité et la religion. Les spiritualités se valent. J'avais une belle discussion avec un grand frère dernièrement qui est un traditionnaliste, qui a écrit un livre et on partageait sur son livre. Milogo d'ailleurs de Mercury. Et quand il m'explique ces concepts du point de vue de la tradition, moi je lui donne l'équilibre du point de vue de la Bible. Et c'est le même principe. Il y a une nuance, il y a des nuances, mais il y a beaucoup de liens. Et la foi n'est pas un principe religieux. La foi n'appartient pas à une religion. Toutes les religions parlent de foi et vivent la foi. Même les athées ont besoin de foi pour fonctionner. D'espérance. C'est une faculté humaine. Maintenant, la foi, Dieu va varier d'une religion à une autre. Mais la capacité à croire dans le futur, à espérer, à se projeter, n'est pas liée à une religion. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si en plus vous avez la foi en Dieu, dans le bon Dieu, oui, pourquoi pas. Et ce serait encore mieux. Mais votre seule capacité à vous projeter dans le futur est suffisante pour tenir dans le métier jusqu'au bout. Déjà. Nous sommes lundi, en début de semaine. Pour la plupart des écouteurs ou des auditeurs ou téléspectateurs qui vous suivent, qui font face à des situations où ils doivent impérativement prendre une décision qui regarde le contexte économique, qui regarde l'environnement familial, comment est-ce que vous les encouragerez à décider au-delà de tout ce qu'il y a comme difficulté? Déjà, il faut décider. Ne pas décider, c'est décider, mais c'est laisser l'autre, laisser l'environnement décider à votre place. Vous devez décider, c'est comme ça que vous prenez le contrôle de votre vie. Et je dis que une des lois que j'ai le plus observées, c'est justement cette loi de ce qu'on appelle la loi de la vision. Quelqu'un a dit, un futurologue, Parker, il a dit, la vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans vision fait passer le temps. Mais vision et action combinées peuvent changer la face du monde. Donc, à un moment, vous décidez, malgré toute l'incertitude, et vous agissez. Commencez. Vous ne voyez aucunement le bout du tunnel, mais commencez à agir conformément à votre rêve. Croyez, agissez, entourez-vous bien. Veillez à ce que les émotions ne l'emportent pas sur votre raisonnement. Si vous avez peur, arrêtez. Laissez tomber votre décision là pour le moment. Allez retrouver l'état de paix intérieure, puis décidez après. Si vous décidez en situation émotive, je vous garantis qu'il y aura le regret en bout de course.
Merci à vous, Abdoul Karim Bandé, d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Vous retrouverez Abdoul Karim Bandé qui sera avec nous tous les lundis justement pour aborder différentes thématiques. En attendant de vous retrouver par la grâce de Dieu demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.